vous avez toujours refusé d'aller à la dialyse? Et pourquoi vous dites que vous voulez mourir, madame? À Dreux, une personne âgée vient d'être admise. Diabétique, ses reins ne fonctionnent plus. Son état nécessite une dialyse. En effet, quand les reins sont défectueux, une machine peut prendre le relais en purgeant le corps de toutes les impuretés qu'ils auraient dû éliminer naturellement. Mais problème, la patiente de 85 ans refuse catégoriquement d'être soignée. Sans soins, il ne lui reste que peu de temps à vivre. J'ai tâté le terrain en lui demandant si jamais il y avait une insuffisance rénale majeure avec une indication de dialyse en urgence, et elle refuse. Elle refuse. Elle refuse, même si c'est juste en urgence pour la réa sur une hypercalémie machin. En tout cas, sur la première fois que je lui ai demandé, elle refuse. Les urgentistes sont régulièrement confrontés à ce type de situation. Des patients en fin de vie qui refusent qu'on s'acharne. Le médecin de garde expose le cas au réanimateur de permanence. Ils veulent en savoir plus sur la situation de la patiente. Si t'as eu son fils, elle vit comment cette dame? Bah, elle est seule. Mais bon, pour lui, elle était bien, quoi. Autonome. Elle est autonome, oui. Si toi tu veux tenter... On va aller la voir. Non. Aude Garin, 32 ans, est médecin réanimateur. Elle va vérifier que la patiente dispose de toutes ses facultés mentales et que sa décision est prise en toute connaissance de cause. Est-ce que vous pouvez me dire où on est, madame? Ouais. En quelle année on est? 14. Ouais. Le président de la République, c'est qui? D'accord. Il faut qu'on discute sérieusement toutes les deux. Pourquoi est-ce que vous avez toujours refusé d'aller à la dialyse? Parce que vous voulez mourir. Et pourquoi vous dites que vous voulez mourir, madame? D'accord. Et ça fait combien de temps qu'il est parti, votre ami? Depuis 2010. Et là, vous habitez toute seule à la maison? Ouais. Et les médicaments, c'est vous qui les préparez ou c'est une infirmière qui les prépare? C'est vous, d'accord. Et vous avez continué là à prendre tous vos médicaments? Ouais, d'accord. Madame, j'ai un souci. Si vous restez aux urgences, j'ai peur que, effectivement, ça se termine pas bien cette histoire. Hein, parce que l'infection, elle est très grave. Si vous voulez avoir une chance de vivre, il va falloir venir en réanimation avec moi pour qu'on mette des médicaments pour essayer de lutter contre l'infection. Est-ce que vous acceptez de venir en réanimation ou est-ce que vous ne voulez pas? La patiente est catégorique. Elle refuse d'être soignée. Maintenant, le docteur Garin doit en informer son fils. Oui, enchanté, docteur Garin, je suis le réanimateur de garde. Concrètement, votre maman, elle a une infection qu'on suppose pulmonaire, qu'elle a du mal à supporter. Elle se dégrade très vite et quand je discute avec votre maman, elle m'explique qu'elle ne veut pas qu'on l'embête. Parce que ça fait très longtemps qu'elle vit toute seule, apparemment depuis que votre papa est parti il y a quelques années. Elle est assez claire dans le fait qu'elle veut partir tranquillement. Je voulais vous expliquer qu'on allait essayer de soigner l'infection avec simplement des antibiotiques, mais que malheureusement la situation est extrêmement grave et je doute très fortement que cela puisse suffire. Si les antibiotiques ne suffisent pas, ce sera une question d'heure. Je vous en prie. Bien choisir ses mots, se montrer clair pour aider les proches. Une écoute et un dialogue qui ne s'apprennent pas en école de médecine, mais qui pourtant sont primordiales. C'est jamais agréable, c'est jamais facile. Ce qui est le plus difficile, je trouve, et néanmoins le plus important, c'est de
choisir les bons mots pour se faire comprendre sans infantiliser les gens. Parce que c'est pas parce qu'ils sont malheureux que voilà, ils sont forcément débiles. Et en même temps de dire les choses sans être violent, mais sans mentir. C'est très difficile de dire à quelqu'un, voilà, elle va mourir. Mais bon, je peux pas vraiment vous le formuler comme ça. Donc voilà, il faut prendre le temps. Enfin, après, c'est ma manière de voir les choses, mais est-ce que c'est difficile? Il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Ça dépend du patient. Ça dépend du côté brutal, que ce soit pour nous ou pour la famille, de la survenue des événements. Et puis ça dépend aussi, très honnêtement, si c'est le premier coup de téléphone ou la première conversation comme ça de la journée, ou si c'est la 3e ou la 4e. Parce que quand on en est à 4 conversations de fin de vie et à 4 familles éplorées, c'est difficile au bout d'un moment de pas avoir envie de lâcher sa petite larme. Le problème, c'est qu'on n'est pas là pour ça. Voilà. C'est la famille qui doit pleurer, pas nous. Les médicaments n'auront pas été assez forts pour venir à bout de l'infection. La patiente, conformément à son souhait, n'a pas subi d'acharnement thérapeutique et elle est décédée entourée des siens. « 15h, direction l'ouest du département. Le SAMU est appelé dans une caserne de gendarmerie. Un de ces gendarmes se serait blessé durant un exercice de combat. Le jeune homme de 25 ans est paralysé. Il ne peut plus bouger aucun de ses membres. C'est le docteur Nicolas qui est en charge des opérations. Alors, monsieur qui était en train de faire du combat en entraînement avec ses collègues là, qui a été renversé en arrière, avec un gros crack. D'accord. Il a actuellement une douleur qui est sur une échelle de 10 qui est aux alentours de 8 voire 10, avec irradiation dans les 2 bras, avec difficulté à la mobilité, plus fourmillement au niveau des membres inférieurs. D'accord. Voilà, donc à la palpation, il était effectivement Vous douloureux. me les doigts? Bonjour messieurs. Il était douloureux à la palpation au niveau des Sur les lombaires. Ok. Vous pouvez bouger les pieds? Vous sentez là dès que je pince? Je sens le bras, franchement. Vous sentez? Ouais, je sens vêtement tout ça. D'accord, là aussi? Un peu moins, mais ouais. Là. Et là? Non, c'est vrai. Là ici, vous sentez aussi que je touche? Ouais. Est-ce que vous arrivez à soulever le bras contre la gravité? Soulevez le bras. Est-ce que vous arrivez à le soulever? D'accord. Ça fait mal? Non, ça me fait mal en haut là. Où ça, en haut? En haut de l'épaule, enfin je sais pas. Vous arrivez à bouger le bras gauche? Non, là ça me fait mal, putain. Lorsqu'on lui déplie les bras, ça Oh là. au niveau de la nuque. Vous posez une petite voix d'abord, puis derrière on va vous passer des médicaments pour la douleur monsieur déjà, hein, d'accord? Essayez de vous détendre, c'est facile à dire mais ça peut contribuer à pas mal de choses malgré tout. Les médecins soupçonnent une fracture des cervicales avec une lésion de la moelle épinière. Comme vous l'imaginez, ce qu'on craint, c'est qu'il y a une fracture au niveau cervical. Vous avez quand même un franc déficit moteur, je ne prends rien des jambes et des bras, donc l'urgence c'est d'aller faire de l'imagerie pour voir ce qu'il y a au niveau cervical. Leur diagnostic est réservé et pour l'instant, ils envisagent le scénario le plus pessimiste. Le docteur Nicolas fait part de ses inquiétudes au gradé. Bon signe hein, quand même, ça fait très rupture cervicale. On l'emmène, on explore, et puis on voit. Premier abord comme ça, c'est plutôt inquiétant. Parce que là, il dit un déficit moteur au niveau des jambes, etc. Parce que là, il s'est déplacé, lui, quand il a eu tout de suite après son choc. Là. Il s'est déplacé de là jusque sur le banc. Ces lésions peuvent apparaître secondairement. Imaginons qu'il y a une fracture au niveau des vertèbres, que se crée un hématome qui compresse secondairement la moelle, qui fait transiter les informations. Donc il est possible que les lésions s'aggravent et évoluent dans le temps. La voiture des pompiers fonce donc aux urgences. Direction le scanner. Ça fait des corps. Le déficit du monsieur, il est de quel côté?
Alors, déficit du monsieur, bonne question. Quand on est arrivé, il avait beaucoup plus de mal à soulever le bras droit que le bras gauche. Okay. Et, il y a, les quand deux je, côtés alors. ouais, sachant que quand moi j'ai voulu le perfuser à droite, alors j'ai eu un peu de mal à le perfuser, il était déjà très tétanisé et crispé, mais ça titille un peu, ça fait un petit peu mal, mais il ne sentait rien du tout. D'accord, ok. Dans quelques instants, le verdict va tomber. Le spécialiste scrute avec attention l'écran de retour. Et surprise, les premiers résultats sont encourageants. Jusqu'à présent, on n'a pas vu de lésion de moelle, hein, donc on est en train de chercher justement s'il n'y a pas autre cause. Le scanner ne donne rien. Les médecins vont donc effectuer une IRM qui permet une plus grande précision encore. Puis déjà là, avant qu'on l'installe, déjà c'était mieux, mais il disait que c'était mieux. Ouais, et puis là, dès qu'on l'a posé dans l'IRM, on lui a demandé de croiser les bras. Il a assez facilement croisé les bras juste après le déplace. Plus le temps passe, plus le patient semble retrouver l'usage de ses membres. Peut-être la cause des symptômes qu'il avait sociaux. Psychologique, peut-être. Mais... Peur. Oui, tout simplement. Mais en tout cas, pas de lésion organique constatée, donc pas de raison de penser qu'il y ait quoi que ce soit là-dessous. Tant mieux pour lui, hein, c'est rassurant. La médecine, même si elle est très au point, ne peut pas toujours tout expliquer. En attendant, médecins, infirmiers et aides-soignants poursuivent chaque jour leur mission et parfois nous sauvent la vie.